Bonjour à tous, bonjour à toutes. Tout d'abord, en ce jour spécial, je tiens à vous remercier pour la déferlante de mails de bons vœux que j'ai reçus ce matin pour mes 30 ans. Merci, ça me touche beaucoup, merci. Eh bien, pour mes 30 ans, je vous propose de voir un principe fondamental de Da Vinci, qui est la construction nodale, la structure par node. Alors, qu'est-ce que c'est la construction nodale, la structure par node? À quoi ça sert? Je vous ai montré dans les tutos précédents comment utiliser les roues, les barres, les courbes. On a déjà quelques réglages qu'on peut faire assez précis pour faire un étalonnage pertinent. Donc en fait, vous allez sûrement vous heurter à un problème. Supposez par exemple que je veuille faire un étalonnage correctif de cette première image. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais corriger histoire qu'elle soit neutre. On a une dominante bleue ici. Je voudrais qu'elle soit je vais dire convertie vers une image neutre équilibrée. Donc pour ça, je vais déjà éliminer la dominante bleue. Voilà, qui devient beaucoup trop élevé au niveau de mes moyennes, je vais corriger dans mes moyennes. Voilà. Voilà, et je vais éliminer un peu encore dans mes basses. Voilà, c'est encore un peu trop, donc je vais utiliser mes courbes ici pour justement faire quelque chose d'un peu plus précis. Voilà. Voilà. Voilà, ça me semble pas mal. Alors maintenant, le problème que je vais avoir, supposez donc je veux maintenant partir de cette image équilibrée pour renforcer son style, renforcer ses couleurs, etc. Donc appliquer d'autres réglages, etc. Là, je vais avoir un problème, lequel, si maintenant j'essaye de revenir sur ces réglages qui sont donc positionnés pour mon étalonnage correctif, je ne pourrai pas revenir sur ces réglages sans modifier justement mon étalonnage ici, donc c'est-à-dire sans modifier la correction, l'équilibrage que j'ai apporté avec cette correction. Donc là, ça va être un problème. Là, il va falloir faire en sorte en fait de réappliquer des réglages sur cette image. C'est comme ça qu'en étalonnage, nous allons créer ce qu'on appelle des chambres. Quand on crée une chambre primaire, ce qu'on appelle une chambre primaire, on effectue un premier réglage sur l'image globale. Si on crée une deuxième chambre primaire, on fait un deuxième réglage, une deuxième chambre sur l'image en général. Et si on crée une chambre secondaire, là, on va créer justement un réglage, un étalonnage, un traitement sur une partie de l'image, une zone, un objet préalablement défini. Ça, c'est tout ce qu'on va voir après. Dans un premier temps, ce que je vous propose ici, c'est de voir comment cumuler plusieurs chambres et de quelle façon. Eh bien, pour cela, DaVinci Resolve utilise la structure par node. C'est cette fenêtre ici que vous voyez. C'est celle-ci qu'on va voir. Alors, comment ça fonctionne cette structure par node? En fait, le principe du nodal, c'est un principe fondamental qu'on va retrouver dans beaucoup de logiciels, beaucoup d'autres logiciels, principalement des logiciels d'effets spéciaux, comme par exemple, si je vais ici dans la page Fusion, voilà, Fusion. Directement dans Resolve, vous pouvez voir, ici on retrouve la même chose, on retrouve ce qu'on appelle des nodes. On va trouver d'autres logiciels qui vont utiliser une logique différente, à savoir la logique par layers, par calque, comme par exemple si vous connaissez le logiciel Adobe After Effects d'effets spéciaux de motion design, ou ceux qui travaillent avec Final Cut Pro 10, le logiciel Apple Motion. Ces deux logiciels, ils n'utilisent pas les nodes. Eux, ils utilisent une logique qui est très similaire à ce qu'on retrouve ici dans la page Edit de Resolve, à savoir des pistes, en fait, pas des pistes, mais des calques, des couches qui se superposent les unes sur les autres. Et donc, chaque couche, chaque superposition de couches va représenter un réglage. Et on va les faire interagir entre eux comme ça, avec hiérarchie. Vous allez peut-être me poser une question très pertinente. Et du coup, existe-t-il des logiciels d'étalonnage uniquement qui fonctionnent par calque, par layers, et pas par node? Oui, absolument, comme par exemple Assimilate Scratch, qui utilise le calque. Vous avez également certains logiciels qui cumulent les deux, par exemple Baselight de Filmlight que je vous ai montré à l'IBC en septembre. Celui-là, il utilise en fait une logique par calque et dans ces mêmes calques, ou avant ces mêmes calques, vous allez pouvoir utiliser les nodes pour cumuler justement plusieurs réglages et faire, si vous voulez, des sortes de précompositions de réglages entre elles, etc. Très puissant pour ça, Baselight. Et vous allez voir que la construction nodale est très 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 puissante et permet justement de faire des choses complexes, beaucoup plus faciles à faire ici qu'avec, par exemple, un logiciel de montage qui utilise une logique par calque.
Et c'est ça également qui va vous permettre de structurer vos étalonnages pour obtenir ce qu'on appelle des recettes différentes. Donc, comment se présente la construction nodale? Vous pouvez voir qu'ici, c'est justement ceci, ce qui s'appelle une node. Et vous pouvez voir qu'on a des éléments ici, à droite et à gauche. Cette node semble être liée par des sortes de ficelles qui relient ces éléments à gauche et à droite. Donc, à quoi ça correspond une node? Une node, la meilleure traduction française que vous pouvez trouver, c'est nœud. Supposez par exemple que vous ayez ici un piquet et une ficelle, une corde qui part de ce piquet. Ce piquet arrive ici à un autre piquet. Donc la corde fait tout un trajet pour arriver à le piquet d'arrivée. On prend cette corde, on plante un piquet, on fait un nœud autour de ce piquet. Et ensuite, donc, la corde part dans une autre direction. Elle part dans une autre direction pour arriver à notre piquet d'arrivée. Et maintenant, on peut planter plein de piquets et faire des nœuds pour faire un parcours de la corde différent jusqu'à arriver à notre piquet d'arrivée. C'est comme ça que va fonctionner la construction nodale. Donc, par exemple, créons une nouvelle node, un nouveau nœud. Je vais faire clic droit et je vais faire Add Node, Corrector, comme ça. Et donc, je peux créer, vous voyez, une nouvelle node. Alors, vous voyez qu'il y a une différence parce que on ne voit pas de vignette ici. Vous voyez? Et d'autre part, regardez, je vais appliquer un réglage. J'ai appliqué des réglages, vous l'avez vu, dans cette node. Et ces réglages, vous pouvez les voir sur cette node. En fait, quand j'ai appliqué ces réglages, je les ai appliqués dans cette node qui était sélectionnée. Regardez, je vais zoomer pour que vous voyez mieux. On peut zoomer ici, vous voyez, dans la construction nodale pour avoir une vue plus claire de nos nodes. Vous voyez ici, regardez, il y a deux icônes. Les icônes de barre qui indiquent un traitement par les roues ou les barres. Et ici, une icône de courbe qui indique un traitement par les courbes. C'est ce que j'ai fait. Vous voyez ici? Et donc, c'est affiché sur cette node-là. Comme je vous l'ai dit, ces réglages ont été effectués dans cette node. Je peux désactiver cette node en cliquant ici sur le numéro. Clic. Hop. Voilà, vous voyez? Hop. Je clique et je désactive les traitements que j'ai effectués. Vous voyez, ma correction n'est plus visible. On retourne à mon plan d'origine. Raccourci pour activer, désactiver la node. CTRL D. Alors revenons à notre seconde node créée. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de vignette. Et en plus ici, je peux appliquer les réglages que je veux. Il n'y a rien qui se passe. Vous voyez, rien du tout. Pourquoi? Regardez, en fait, le principe de la node, c'est nos deux éléments ici, qui sont à droite et à gauche, représentent ici mon rush d'entrée, mon entrée, ma source, l'image, le rush sur lequel je travaille. Ici, qu'est-ce que ça représente? Ça représente ma sortie, mon image, comment elle sera après tous les réglages que je vais effectuer dessus. Ce que vous voyez ici dans le visualiseur de Resolve, c'est la sortie. C'est votre image telle qu'elle sera après vos traitements d'étalonnage appliqués. Donc ici, vous voyez que, en fait, pourquoi est-ce qu'il n'y a rien qui s'applique quand je crée un traitement? Purement et simplement parce que cette node n'est connectée à rien. Comment peut-elle appliquer un traitement puisqu'il n'est pas défini? Vous voyez, ici, cette node agit sur, elle est reliée, elle agit sur mon rush d'entrée. Cette node ici n'est connectée à rien. Je peux faire les réglages que je veux, ces réglages ne vont s'appliquer sur rien du tout. Donc je peux ici cliquer sur mon entrée, maintenir enfoncé et glisser un lien vers la flèche ici, tac. Et hop, vous pouvez voir que maintenant, une vignette est apparue. Mais on voit toujours aucune différence sur mon visualiseur. Pourquoi? Je crois que vous l'avez très bien compris, parce que ma node ici n'est pas connectée à la sortie. Tout le traitement ici, ce qu'on voit en traitement de sortie, c'est le traitement de ma node sur l'entrée, sur mon rush d'entrée. On ne voit pas ce traitement qui, lui, s'applique sur l'entrée, mais n'est pas pris en compte à ma sortie. Vous comprenez? Donc en fait, ce que je dois faire, si je veux que ma node soit prise en compte, il faut que je la place sur le chemin de mon entrée à ma sortie. Donc du coup, ce que je dois faire, je vais supprimer ce lien, je vais cliquer ici une fois. Vous voyez, ma liaison devient bleue. Je clique une fois pour désactiver, je vais prendre ma node et je vais la glisser sur le chemin. Regardez ici. Vous voyez, mon lien devient orange. Si je lâche maintenant, hop, je peux positionner cette node dans le chemin de ma construction nodale. Et vous voyez qu'ici, le traitement est appliqué sur l'image. Si je désactive maintenant cette node, on peut voir effectivement que cette dernière a été effectuée. Vous voyez ici, si je désactive, je vois mon image avec uniquement cette correction-là. La correction que j'ai appliquée ici. Ici, lorsque je désactive ou active cette node, je vois donc le traitement qu'a appliqué cette node vers ma sortie.
Et je peux désactiver les deux ensemble. Pour cela, je vais faire Alt-D. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vois? Mon image d'entrée. Ces deux nodes ne sont pas activées, je vois mon image d'entrée. Alt-D. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est comment fonctionne la construction nodale. Maintenant, ce principe peut aller très loin. Par exemple, je vais déconnecter cette node. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire avec cette node, je vais l'appliquer non pas ici, mais ici. À votre avis, si je l'applique ici, si je l'applique avant mon traitement, est-ce que l'image va changer? Est-ce que ça va être la même chose ou est-ce qu'il va y avoir une différence? Eh bien, appliquons-la. Alors, est-ce que vous voyez la différence ou pas? Je vais recréer une deuxième version. Dans cette version, je vais replacer cette node après mon traitement. Regardez bien. Regardez bien mon image. Oui, je dois dire que mon exemple ici n'est pas flagrant. On ne voit pas beaucoup de différence, mais en fait, si vous regardez ici les zones les plus sombres au niveau du rouge, vous pouvez voir que dans un cas, il est moins prononcé, dans l'autre, plus prononcé. Donc, il y a bien quelque chose qui change. Pourquoi ici, mon rouge est plus prononcé et là, il l'est moins? Purement et simplement parce que, regardez, ici, j'applique mon traitement qui enlève des bleus dans les zones sombres après avoir monté mon rouge. Tac. C'est-à-dire qu'il va encore supprimer des zones de couleur bleue et donc le rouge va encore monter dans ces zones sombres. Ici, je pars de mon image qui a déjà une dominante assez rouge-verte ici, oui, assez jaune-verdâtre ici, dans mes zones sombres. Et donc si j'applique ce traitement, je pars d'une image qui a déjà plus de valeur rouge. Et donc du coup, j'obtiens une zone plus rouge. Donc si vous avez bien compris ce que je viens de vous montrer, je pars de mon entrée, je fais un premier traitement, celui-ci, sur mon image d'entrée. Je fais un deuxième traitement, non pas sur mon image d'entrée, mais sur l'image comme elle a été corrigée par cette node-ci. Vous comprenez? L'image a été corrigée de telle façon, maintenant la correction que j'applique, elle s'applique sur l'image corrigée de telle façon. Si par contre, je fais l'inverse, à savoir cette fois-ci, c'est cette première correction qui s'applique sur le rush d'origine et ma correction, mon étalonnage correctif que j'ai fait en premier, qui s'applique sur l'image corrigée avec cette affreuse dominante rouge-orangé. Vous comprenez le principe? Je vais vous montrer, je vais faire un contrôle home et je vais vous montrer ça de façon un peu plus explicite. On peut créer une node en série, donc sur la même, directement sur le chemin vers la sortie, après la node sélectionnée avec le raccourci Alt-S. Voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais en créer 3. 3 à la suite l'une de l'autre. Voilà. Dans cette première, je vais aller chercher une forme. Ne vous en faites pas pour les formes, je sais que je ne vous ai pas encore montré comment ça fonctionne. Je vous expliquerai tout ça dans d'autres tutos. Dans cette forme, je vais créer une correction bleue. Voilà. Dans cette deuxième node, je vais créer une deuxième forme. Je vais la superposer à l'autre et je vais aller vers le vert. Voilà. Et dans cette troisième, je vais créer une nouvelle forme. Voilà, que je vais mettre ici. Et je vais aller vers le rouge. Voilà. Est-ce que vous comprenez ce qu'il s'est passé? J'ai créé ici une première correction bleue. J'en ai créé une verte. Cette correction verte s'est appliquée en prenant en compte qu'ici, nous avions une image déjà au préalable bleue, fort bleu, avec une correction fort bleue. Il a appliqué cette correction de vert sur la correction bleue et nous obtenons une nuance de cyan. J'ai appliqué ensuite du rouge sur l'image qui possédait déjà une correction bleue et verte. Dans cette zone-ci, il a appliqué ma correction rouge en prenant en compte ici qu'il y avait déjà une correction verte sur une image déjà avec une dominante verte. Autrement dit, tout ça devient du jaune. Et ici, c'était plus bleu, on obtient du magenta. Ici donc, du rouge. Et au centre, ici, c'est pas très visible parce que, évidemment, comme je l'applique, n'oubliez pas que mon image d'origine, elle a une couleur, elle aussi. Donc, évidemment, tout est en train de jouer, de se fondre avec, justement, la couleur de mon image. Et on peut voir ici que, de base, sur mon image, c'était bien la dominante jaune qui était
en dominance parce que on peut voir ici que le jaune prédomine. Vous voyez, en cumulant mes trois réglages. Donc une correction, l'autre s'applique sur l'image corrigée avec cette correction, l'autre, celle-ci s'applique sur l'image corrigée avec cette correction. Vous comprenez? C'est le principe. C'est exactement comme dans Final Cut Pro 10 ou dans Premiere Pro si vous mettiez un réglage Lumetri, deux autres, l'un derrière l'autre, hein, dans le Lumetri, ou dans Final Cut Pro 10, quand vous mettez des corrections de couleur, l'une en dessous de l'autre, vous voyez, hein, dans votre inspecteur. C'est exactement la même chose que je viens de faire ici, avec ces chambres en série. C'est ça. Et donc du coup, si je rajoute ici, je peux rajouter un autre traitement avant cette node et pas après, avec le raccourci Maj S. Voilà. Dans cette node, par exemple, je peux faire une quatrième forme, hop, que je vais aller mettre ici. Et par exemple, cette fois-ci, je vais aller vers le magenta. Voilà. Voilà. Et donc, vous pouvez voir en fait que cette correction-ci a été moins forte sur les autres. Pourquoi? Parce que je l'ai mise avant. Elle s'applique sur l'image d'origine. Elle ne s'applique pas sans prendre en compte donc les autres corrections qui ont été faites après. C'est-à-dire que celle-ci s'applique juste sur le plan. Elle corrige mes couleurs d'origine. Les autres ici s'appliquent en prenant en compte la correction que j'ai faite avant. Vous comprenez le principe? Comme, voyez ici, avec celle-ci, c'est devenu beaucoup plus rouge parce que de base, ma correction rouge est partie du principe qu'il y avait en dessous une image beaucoup plus magenta. Hein, c'est ce que j'ai fait ici. Et donc du coup, il a corrigé en rajoutant le rouge. Et donc on peut voir ici qu'on a du rouge beaucoup plus pétant, hein, parce que le magenta c'est bleu et rouge, donc forcément le rouge prédomine, etc., etc., etc. La logique en série. Existe-t-il d'autres logiques? Oui, absolument. Je vais défaire cette node-là. Je vais recréer une nouvelle version. Voilà. Et cette fois-ci, je vais désactiver tac, mes connexions entre mes nodes. Et cette fois-ci, regardez ce que je vais faire. Je vais faire ainsi. Tac. Tac. J'ai appliqué mes trois réglages. Hein. Non plus l'un à la suite de l'autre qui s'applique en prenant la correction de l'autre, mais cette fois-ci, les trois sont en train de s'appliquer sur l'entrée, sur mon rush d'origine. Alors évidemment, là, je vais avoir un problème. Pourquoi? Parce que je ne peux, regardez, je pourrais essayer de les mettre tous à la fois, le problème étant que je peux avoir plusieurs entrées, évidemment, mais je ne peux avoir qu'une sortie. Vous comprenez? Regardez, j'ai désactivé. Si je fais ma sortie ici, je ne vois que ma correction bleue. Si je fais ma sortie ici, je ne vois que ma correction verte. Si je fais ma sortie ici, je ne vois que ma correction rouge. Vous voyez? Donc là, à ce moment-là, ce que je vais devoir faire, c'est utiliser une autre node. Et une autre node qui puisse avoir plusieurs entrées, qui puisse rassembler les traitements de ces trois nodes. Et donc pour ça, je vais faire un clic droit, je vais faire Add Node, et cette fois-ci, je vais ajouter ici une node qui s'appelle le parallèle mixeur. Tac. Regardez, nous avons plusieurs entrées ici à notre parallèle mixeur. Je vais glisser une première entrée, voilà. Je vais glisser une deuxième, voilà. Il m'en faut une troisième pour celle-ci. Pour ça, je vais cliquer sur mon parallèle mixeur et je vais faire Add One Input, ici, tac, et vous pouvez voir que maintenant j'en ai trois. Hop, je vais les relier, tac, et je vais repartir de ma sortie de mon parallèle mixeur vers la sortie, tac. Et voilà, maintenant cette fois-ci, je vois effectivement mes trois corrections. Vous allez maintenant certainement me poser une question, et quelle est la différence maintenant par rapport à l'image, par rapport à la correction, entre ces trois réglages que tu as fait et quand tu les fais en série? Est-ce que c'est pas la même chose? Regardez l'image, regardez bien l'image. Vous voyez, il y a une différence. Pourtant, ce sont les mêmes nodes, ce sont les mêmes traitements. En fait, la différence, c'est que ici, ça vous le savez, nos trois réglages ici s'appliquent sur le rush d'origine, pas l'un sur l'autre. Ça, vous le savez. Maintenant, que fait le parallèle mixeur? Le parallèle mixeur ne les fait pas agir les uns après les autres exactement comme la logique en série. Non, lui, il mixe, c'est un parallèle mixeur, il mixe les trois de façon cohérente, c'est-à-dire, ici nous en avons trois, donc c'est 33% de l'un, 33% de l'autre, 33% de l'autre. Regardez ici l'intersection entre mes trois corrections. Regardez ici.
voyez, c'est le jaune ici, c'est quasi jaune, on voit même plus la limite. C'est le jaune qui a prédominé, à cause d'abord de mon image d'origine, et ensuite parce que les trois se sont appliquées les unes sur l'autre en prenant en considération la correction du premier. L'une est dominante. Ici, on peut voir tout de suite que, effectivement, c'est bel et bien mon rouge-bleu qui prédomine dans mon image, et les trois se mixent de façon plus pondérée. On voit ici que on revient avec une dominante magenta tout de même, mais on revient plus vers l'image d'origine, vers quelque chose d'un peu plus blanc, parce que les trois sont beaucoup plus modérés. Ici, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle des chambres en parallèle. Pour faire une petite analogie discutable, c'est un peu comme si dans Première ou dans FCP10, vous aviez dupliqué votre plan sur trois pistes et que vous aviez modifié leur opacité à 33%, 33%, 33% pour que les trois se mixent. Donc vous aviez appliqué des corrections de couleurs différentes entre les trois et que les trois se mixent de façon pondérée, équivalente. Voyez, c'est ce qu'on a fait ici avec la construction parallèle. Voyez, et vous voyez qu'ici, c'est beaucoup plus facile que le faire dans FCP10 ou Première. Par exemple, l'un des points très puissant en étalonnage avec Resolve. Voilà, donc ça c'est la logique en parallèle. Et de nouveau, comme avant, il est tout à fait possible, je vais réinitialiser, d'ajouter une node en parallèle à celle-ci avec un parallèle mixeur beaucoup plus rapidement en faisant le raccourci Alt-P. Voilà, et donc là j'ajoute une node parallèle. Cette node, le traitement, la correction que je vais faire va agir sur l'entrée et va se mixer avec l'autre dans le parallèle mixeur pour aller vers la sortie. Vous comprenez le principe? Et maintenant, existe-t-il d'autres chambres, d'autres logiques autres qu'en série, parallèle? Oui. Par exemple, ce que je peux faire, plutôt que d'utiliser un parallèle mixeur, je vais dilater ce parallèle mixeur, je peux en utiliser un autre et faire en sorte que les trois chambres ici qui sont en parallèle, on va toujours conserver la logique parallèle, mais elles interagissent entre elles de façon différente. Regardez. Pour cela, je vais faire Add Node ici. Et je vais faire ce qui s'appelle un Layer Mixer cette fois. Alors voilà, vous pouvez voir notre Layer Mixer. Comme d'habitude, nous avons besoin de 3 entrées, pas de 2. Donc je vais faire un clic droit et je vais faire Add One Input. Voilà. Je vais lier ma correction bleue. Je vais lier à la sortie. Je vais lier mes deux autres corrections. Ah, regardez, il y a quelque chose de bizarre ici. Vous avez vu? C'est pas du tout la même chose qu'avec le parallèle. Nos corrections ici ne sont pas en train de se mixer. Regardez. Est-ce que vous avez compris? Regardez ici mon bleu. Il n'est pas visible lorsqu'il y a ma correction verte. Il n'est pas visible non plus lorsqu'il y a correction rouge. Si je désactive le vert, ah, mon bleu redevient visible. Vous voyez? Si je désactive mon rouge, mon bleu redevient visible. Si je désactive par contre mon bleu, hop, les deux autres restent visibles. Vous avez compris? En fait, cette fois-ci, les deux sont en parallèle, mais ne se mixent pas. L'une des corrections est par-dessus l'autre, en réalité. Vous comprenez? Les corrections se superposent l'une au-dessus de l'autre, et celle qui prend le pas sur l'autre, qui masque l'autre, c'est celle qui est sur l'entrée la plus basse de mon layer mixer, qui les mixe cette fois-ci non pas en les mélangeant de façon équivalente, mais en les mettant l'une par-dessus l'autre avec une hiérarchie. Regardez, par exemple, je vais désactiver ce lien, celui-ci aussi, et cette fois-ci, je vais faire passer mon rouge sur la première entrée de mon layer mixer. Et je vais faire passer mon bleu sur la dernière, ici, la troisième. Tac. Regardez, vous avez vu? Cette fois-ci, c'est mon bleu qui est au-dessus. Vous voyez? Et c'est mon rouge qui est en dessous. Je pense que vous comprenez ce principe. Donc ici, en fait, c'est un peu comme si dans Final Cut Pro 10 ou Première, vous réalisiez en fait une zone avec un masque d'opacité, vous appliquiez votre correction, vous dupliquiez le plan, vous réappliquiez une correction avec un autre masque alpha, un autre canal de découpe, et donc vous superposiez les uns sur les autres. C'est exactement la même logique ici, et vous voyez que ça se fait très rapidement. J'espère que ce principe est clair pour vous. Là, je vous ai montré 3 logiques de chambre à utiliser dans Resolve. Logique en série, logique en parallèle, logique en layers. Maintenant, on va passer à une question un peu plus fondamentale.
Vous avez compris le principe, ok. Mais vous allez peut-être me demander maintenant, ok, mais dans quel cas est-ce qu'on va utiliser une logique en série? Dans quel cas on va utiliser une logique en parallèle? Dans quel cas est-ce qu'on va utiliser une logique en layer? Dans quel cas, comment est-ce qu'on va cumuler nos différents réglages? Eh bien ça, bienvenue dans les recettes d'étalonnage, dans le travail des étalonneurs, à savoir, c'est ici qu'il va falloir réfléchir intelligemment à quelle interaction entre nodes va vous donner tel résultat plus ou moins avantageux selon la situation pour obtenir l'effet que vous désirez. Je vais essayer de vous donner quelques exemples. Par exemple, je vais prendre ce plan-ci. Donc dans ce plan, je vais appliquer un premier étalonnage correctif. À savoir, j'aimerais bien déjà que mon Python soit moins rouge et que ce soit un petit peu plus contrasté. Donc, je vais monter, voilà, je vais corriger la dominante rouge du mieux que je peux. Voilà. Voilà. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Peut-être le faire un petit peu aussi dans les moyennes. C'est toujours assez rouge. On a même quelques nuances magenta qui arrivent un peu ici sur les écailles dorsales. C'est pas vraiment ce que je veux. Donc, on va repartir ici un peu sur la courbe. Et on va, hop, aller chercher notre rouge. Voilà, que nous allons baisser. Voilà, c'est mieux. Alors maintenant, j'ai corrigé mon image, donc tout du moins, j'ai fait un étalonnage correctif, je l'ai équilibré. Maintenant, je désire faire un étalonnage de style pour faire ressortir mon Python, renforcer son contraste de couleur, le rendre un peu plus net, etc. Donc, je vais partir vers une autre node. À votre avis, est-ce que je dois à ce moment utiliser une node en série ou une node en parallèle? Prenons l'exemple de la node en parallèle. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour mon étalonnage de style si je veux me positionner avec précision sur, par exemple, mes hautes lumières ici? Qu'est-ce qui va se passer? Tac. Ah, vous voyez ici que j'ai toujours mon indication de rouge élevé et de lumière assez basse. Pourquoi? Ben oui, c'est tout à fait logique puisque ici, cette node, les traitements que j'applique ici, on part de quoi? On part de mon rush d'origine, on part de ce rush-là, pas de mon rush corrigé. Donc là, je vais avoir un problème. Parce qu'alors du coup, si je veux monter justement et rester cohérent par rapport à mon image de base et être sûr que ce niveau soit bien ici par rapport à mon waveform, qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais pas pouvoir me baser sur mes références de couleur ici avec un waveform parce que les traitements que je vais appliquer, ils vont se mixer avec ma correction de base. C'est-à-dire que si je prends ici mon rouge encore et que je le baise, vous voyez en fait que donc j'ai un traitement qui se mixe avec cette image-là, je suis faussé par rapport à mon waveform. Donc du coup, ce que je dois faire ici, tout à fait logique, si je veux partir de mon image cohérente, je dois à tous les coups partir en série. C'est ce que je vais faire. Et donc maintenant, si je reprends ma courbe et que je veux aller chercher mes hautes lumières et que je clique, tac, voilà, vous voyez tout de suite, le rouge a baissé, la lumière principale a monté. Je suis bien, je suis en train d'agir maintenant sur mon image corrigée. Donc ici, j'agis en série, et c'est beaucoup plus intéressant. Donc je vais par exemple de nouveau monter uniquement mon Y pour baisser la saturation. Voilà, baisser mon rouge. Voilà. Monter ici, je vais faire un contraste en S. Voilà, c'est pas vraiment ce que je veux parce qu'ici j'ai une image très terne. Donc je vais monter la saturation. Voilà. Voilà. Et je commence à avoir une image. Vous voyez, on part de ça. On arrive à ça. Vous voyez, je commence à avoir une image là avec l'effet que je voulais obtenir. Voilà. Et donc là, j'ai dû pour ça, pour être parfaitement pertinent, utiliser la construction en série et pas en parallèle. Maintenant, supposez maintenant que je veuille justement faire une correction pour affiner, par exemple monter un peu la netteté, etc. Peut-être renforcer encore un peu le contraste de couleur dans certaines zones, par rapport à certaines zones, etc. Donc, est-ce que maintenant, je repars en série? Si maintenant je repars en série, tous les traitements que je vais appliquer ici, ils vont encore s'appliquer en prenant en compte mon image. Mais justement, moi je veux que ces corrections soient affinées, soient douces. Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien là, si je veux des corrections plus douces, je vais utiliser la logique parallèle. Et là, les corrections que je vais faire vont s'appliquer sur mon image de base équilibrée et elles vont se mixer avec celle-ci pour être plus douces, plus veloutées. Par exemple, je pourrais reprendre ici, voilà, vous voyez mon jaune,
voilà, mes écailles jaunes. Je pourrais légèrement renforcer. J'ai monté un tout petit peu mon vert. Voilà, j'ai monté un tout petit peu mon rouge. Voilà, regardez, magnifique, ça devient très beau. Et donc, vous voyez, regardez, tac. Maintenant, donc, j'ai renforcé de nouveau un peu ma saturation, mon contraste de couleur. Je pourrais remonter un tout petit peu le bleu ici. Hop. Et bien, voilà, pour que mon rocher ici soit moins visible. Vous voyez, et donc du coup ici j'ai une correction, vous voyez, assez peu prononcée mais bien visible. Regardez ici mes écailles, qui se mixent et qui est adoucie par rapport à si je l'avais fait en série. Regardez. Regardez, vous voyez la différence? Tac. Vous voyez la différence? Ici mes écailles sont bien plus bleues. Vous voyez? Alors qu'ici, la correction est beaucoup plus veloutée, douce. C'est un exemple. Ça, ce sont des exemples. Et évidemment, vous allez peut-être me demander aussi à quoi ça sert, du coup, le layers. Ça, c'est dans des cas plus spécifiques parce qu'en fait, avec le layers, vous allez pouvoir justement jouer sur comment les corrections, l'une au-dessus de l'autre, fusionnent entre elles. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Ça s'utilise plutôt dans des cas assez précis, spécifiques. Je vous ferai des tutos plus spécifiques à la construction par layers pour ça. Ça va? Voilà. Mais donc voilà, vous comprenez maintenant comment fonctionne la construction nodale. Il y a encore des choses à voir, bien entendu. Mais l'essentiel, c'est maintenant que vous ayez compris le principe fondamental. J'espère que ce tuto vous a plu. Encore une fois, merci à tous pour tous vos mails. C'est vraiment très gentil. Je ferai un message sur les réseaux sociaux. Merci. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.